Bonjour à tous, aujourd'hui nous attaquons le chapitre 11 sur le son, un phénomène vibratoire. Ici. Donc ce chapitre s'inscrit dans le thème 4, donc son et musique, thème que nous avons déjà en fait commencé à aborder avec le TP que vous avez normalement fait pour la plupart la semaine passée, qui concernait donc les vibrations d'une corde et le son émis par un diapason. Donc ça, c'est ce que vous avez vu en TP. Donc ce TP-là, en fait, s'inscrit donc dans ce thème 4 sur le son et la musique, ces derniers thèmes de l'année. Et il s'inscrit également dans ce chapitre 11 qui concerne juste le son, cette fois-ci, le phénomène vibratoire. Donc on va détailler en fait un peu qu'est-ce qu'on entend par le son et comment on peut décrire le son, notamment avec la fréquence du son, ainsi que l'intensité sonore. On fera un petit lien quand même avec la musique, bien entendu. Donc on attaque la première partie du chapitre sur la nature du son. Donc ça, normalement, ce sont des petits rappels de choses que vous avez déjà vues en seconde. La nature du son, le son, en fait, c'est une onde sonore. Ce qu'on appelle couramment son, c'est un nom simplifié, en gros, pour onde sonore. Donc en gros, c'est quelque chose qui se propage dans un milieu matériel. On va voir ce qui se propage ensuite. Milieu matériel, c'est tout ce qui n'est pas le vide, en fait. Le vide, c'est quand il n'y a absolument rien. Donc l'univers en particulier est constitué de vide, essentiellement. Et donc, cette onde sonore ne se propage pas dans le vide. Il lui faut nécessairement, en fait, de la matière pour se propager. Ça, normalement, vous avez déjà vu ça l'an passé. Et c'est en fait une propagation de compression-dilatation de l'air qui se fait de proche en proche. On va voir ça grâce à une vidéo pour expliquer un peu plus précisément ce qu'on appelle compression-dilatation de l'air. Donc avec la vidéo, on va faire un petit zoom en fait sur l'air en lui-même, c'est-à-dire sur les molécules qui constituent l'air, et on va voir comment cette compression-dilatation peut se propager. Alors, vous avez dans cette petite animation, ici, les molécules d'air qui sont représentées ici en bleu, et l'espace vide en fait, entre les molécules d'air. Donc, je vous rappelle, l'air est constitué principalement de diazote et dioxygène. Donc ça, par exemple, ça pourrait être tout à fait une molécule de diazote, c'est une molécule de dioxygène, diazote, dioxygène, dioxygène, diazote, 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 etc. Donc, on a fait un petit zoom sur l'air. Tout ça, ce sont les molécules qui constituent l'air. Bien sûr, à l'œil nu, on les voit pas, donc on a vraiment fait un très gros zoom pour pouvoir voir ces molécules-là. Donc, bien sûr, ça c'est une animation, c'est pas la réalité, c'est juste pour vous aider à comprendre. Ça, c'est un haut-parleur qui va en fait émettre un son et on va voir ce qui se passe quand il émet son son. Donc le haut-parleur, ici, il va y avoir une petite vibration mécanique, ici, qui va pouvoir faire vibrer les molécules, vous voyez, les molécules d'air bougent de proche en proche. Et ce qu'on appelle une compression, c'est vraiment quand les molécules, en fait, elles vont se rapprocher ici. Donc il y a une légère petite surpression ici. Vous allez voir quand ça va commencer à vibrer. Voilà, donc petite surpression. Ici, dilatation, puisque les molécules s'éloignent. Surpression, dilatation, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une onde de compression-dilatation, parce qu'il va y avoir justement cette propagation de compression-dilatation, de zone de compression-dilatation. Maintenant, que se passe-t-il si on fait vibrer toujours le haut-parleur? C'est une autre animation, mais qui va montrer à peu près la même chose. On regarde toujours la vibration émise, donc la vibration sonore émise par un haut-parleur, et ici, les petits points noirs représentent toujours les molécules d'air. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le haut-parleur, il émet une vibration régulière? On va voir ça tout de suite. Donc ici, la compression-dilatation se fait de façon régulière, vous voyez. Et donc si on fixe un point, par exemple là, où il y a ma souris, on voit que la compression, en fait, elle va revenir de façon régulière, par exemple à peu près tous les demi-secondes, ou ici plutôt tous les 2 secondes. Et donc, cette compression revient de façon régulière. Et donc, quand il y a cette compression-dilatation qui revient de façon régulière, on dit qu'en fait, l'onde sonore est périodique, et on peut lui associer une fréquence. Donc, pour une onde sonore telle que celle-ci, on peut dire qu'elle est périodique, et on peut lui associer donc une fréquence. La fréquence, ça va être par exemple le nombre de fois par seconde où la pression est devenue la même au même point.
Donc par exemple, où les molécules se sont rapprochées exactement de la même façon, en un même point, pendant 1 seconde. On se dit par exemple, combien de fois j'attends 1 seconde, combien de fois j'ai vu les molécules redevenir exactement au même point. Donc ça nous mène à la deuxième partie du cours. On est toujours dans la description du son, et on vient de voir en fait ce que c'était qu'un son pur. Un son pur, c'est un son, donc une onde sonore qui est périodique, et avec une vibration de l'air qui se fait régulièrement, de façon périodique, à une certaine fréquence qu'on appelle la fréquence fondamentale. Une fréquence, ça s'exprime en Hertz, sachant que des Hertz, c'est exactement la même chose que des secondes à la puissance moins 1. Donc en gros, l'inverse de seconde. Donc en gros, une fréquence, c'est un nombre de fois par unité de temps. Donc c'est des secondes moins 1, ça s'exprime en secondes moins 1. Cette fréquence représente le nombre de surpressions de l'air en un point donné, comme on vient de voir juste avant, pendant une seule seconde. C'est ça que représente la fréquence. Sauf que concrètement, on ne peut pas regarder ce qui se passe vraiment physiquement dans l'air, on ne peut pas faire un zoom comme ça, par magie, pour regarder les molécules d'air, voir comment elles vibrent. Ce qu'on fait nous physiquement, ce sont des mesures. En fait, on va, au lieu de mesurer la pression, on va avoir utilisé un capteur qui permet de transcrire cette surpression de l'air en fait en une tension électrique. Cette tension électrique, elle va être visualisée au cours du temps. On va voir comment elle va varier au cours du temps, sachant que plus la tension électrique est grande, plus finalement c'est la pression qui va être élevée. Donc cette tension électrique, on peut la visualiser sur un ordinateur grâce à un logiciel d'acquisition. Et pour un son pur, on voit ici, donc là c'est le graphique représentant la tension électrique en fonction du temps. Pour un son pur, la tension, vous voyez, elle est bien périodique au cours du temps, ce qui montre que le son aussi est bien périodique et donc c'est bien un son pur. Il vibre à une seule fréquence. Dans le cours, je vous parle d'une tension électrique au cours du temps qui a une allure de sinusoïde. En fait, c'est ce qu'on appelle un signal sinusoïdal. Alors, pour pas rentrer dans les détails, puisque certains nombre d'entre vous ne fait pas la spécialité maths ou physique, pour reconnaître une sinusoïde, vous remarquez déjà, il faut que ce soit un signal qui soit bien périodique. Ici, vous voyez que le motif, là, celui-là, cette vague-là, se répète à chaque fois. Encore une vague. Donc on a toujours la même vague, là, qui va se répéter à chaque fois. Donc ça, c'est bien un signal périodique. Ensuite, pour voir que c'est sinusoïdal, retenez cette allure, en fait, de vague quasiment parfaite, vous voyez. Donc ici, vous voyez que l'amplitude est bien la même à chaque fois. Ici, on a toujours la même amplitude. Donc vous voyez, la tension ici, ce sera toujours la même. Pareil, la tension ici, toujours la même. Et le temps entre deux moments où la tension s'annule, la durée ici, c'est toujours la même aussi. Donc ça, c'est bien une sinusoïde. Donc vous retenez l'allure, en fait, de la vague un peu parfaite comme ça. Donc, un signal sinusoïdal, pour un son, ça va nous montrer, en fait, que c'est un son pur. Et pour en être absolument sûr, parce que des fois, il y a des petits détails, on voit pas trop forcément très bien, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme ce signal-là, tension électrique en cours du temps, en spectre. C'est ce qu'on appelle la transformée de Fourier. Transformée de Fourier, il n'y a rien à savoir dessus, ça paraît un peu barbare comme ça, mais ça sert juste à réaliser le spectre du son, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir dessus. C'est un outil mathématique, si vous voulez, un peu magique comme ça, là, qui permet de, hop, avoir le spectre du son. Qu'est-ce que c'est que le spectre du son? Sur un spectre, on représente en ordonnée ici, eh bien, la hauteur du pic qui correspond en fait à l'intensité, et donc l'intensité du son, et en abscisse, la fréquence, en Hertz. Je disais, Hertz, c'est comme des secondes moins 1. Donc pour un son pur, vous ne verrez toujours qu'un seul pic, ici, ce pic-là. Plus il est grand, plus le son en quelque sorte va être intense. En fait. Plus il va avoir, cette fréquence-là aura une importance dans le son, si vous voulez. Si vous avez un tout petit pic, ici par exemple, eh bien ce sera, enfin ici plutôt, ce serait un son, une fréquence qui se sentirait très peu dans le son. On l'entendrait très peu. Donc, la fréquence ici, elle nous donne en fait la fréquence du son pur. C'est la fréquence de vibration de l'air en fait. Et on la note en Hertz, toujours c'est la fréquence, et on l'appelle la fréquence fondamentale. Petite remarque importante dont on se servira en fait par la suite du chapitre. Plus la fréquence d'un son est élevée, plus le son est aigu.
Donc si vous avez une fréquence plus par là, le son pur, il va être plus aigu. Si la fréquence elle est plus faible, le son toujours pur va être beaucoup plus grave. Ça c'est un petit truc à retenir, on en aura besoin par la suite. On vient de voir les sons purs, maintenant on va voir ce que c'est qu'un son composé. Les instruments de musique en général, eux, ils produisent des sons composés. Un son composé, bon bah ça va être une superposition de sons purs si vous voulez, à différentes fréquences. Donc le son composé, c'est une superposition de sons purs, et donc si on enregistre le signal d'un son composé, toujours la tension électrique en fonction du temps, vous voyez, ça ne fait plus une belle vague bien dessinée, non. On remarque en fait que c'est comme si on avait superposé plusieurs vagues, les unes sur les autres, et du coup, bah, ça fait quelque chose de certes périodique, mais pas sinusoïdal. Donc là, on remarque que c'est périodique parce que vous voyez ce motif ici, là. Hop, je m'arrête là. Je le retrouve exactement à l'identique ici. C'est exactement la même chose, mais juste après. Donc c'est bien un signal périodique, mais pas sinusoïdal, puisqu'on n'a pas la belle vague de tout à l'heure. Puisque le signal n'est pas sinusoïdal, le son n'est pas pur, il est donc bien composé. Pour savoir quelles sont les fréquences des différents sons purs qui composent ce son composé, donc pour connaître en fait la composition de ce signal composé, pour connaître les différents sons purs qui composent le son composé, ce qu'on fait, c'est encore une fois la transformée Fourier de ce signal. On obtient le spectre du signal, le spectre du son, avec les différents pics qui correspondent à chaque fréquence composant chaque son constituant notre son composé. Vous avez ici la fréquence fondamentale. La fréquence fondamentale, c'est toujours la plus petite fréquence. Donc ici, ça va être toujours, en fait, ça va être la fréquence correspondante au pic le plus à gauche sur le spectre, si vous voulez. Donc c'est toujours la fréquence la plus petite, ici 100 Hz. Fréquence fondamentale, c'est toujours celle qu'on entend le plus dans le son composé. C'est celle qui a la plus grande intensité. Vous voyez ici, le pic, c'est le plus grand. Donc c'est celle qu'on va le plus entendre dans le son. Après, vous avez les harmoniques. Ce qu'on appelle les harmoniques, ce sont les autres fréquences que vous voyez ici. Il y en a deux autres. La fréquence à 200 Hz et deuxième harmonique. Et troisième harmonique, la fréquence à 300 Hz. Donc, ce son composé est composé de trois fréquences. La fréquence fondamentale, première harmonique, deuxième harmonique. À savoir, les valeurs des fréquences des harmoniques à chaque fois sont toujours des multiples de la fréquence fondamentale. 200 Hz, c'est 2 fois 100 Hz. 300 Hz, c'est 3 fois 100 Hz. Donc vous voyez, à chaque fois, on multiplie la fréquence fondamentale par un nombre, 1, 2, 3, 4, pour avoir les harmoniques. Donc pour reconnaître un son composé, il suffit de regarder si vous avez plusieurs pics sur le spectre. Bien sûr, c'est un son composé. Et à chaque fois, vous pouvez donner la valeur des fréquences des harmoniques et la fréquence fondamentale. Donc on vient de parler de son pur, de son composé. Maintenant, on va voir le lien entre le son et la corde vibrante, et donc le lien avec la musique notamment. Donc l'idée, ça va être de voir comment la fréquence fondamentale du son émis par la vibration d'une corde varie en fonction de différents paramètres caractérisant la dite corde. Pour ça, je vous propose de regarder une petite vidéo qui va nous montrer différentes expériences qui permettent de montrer tout ça. Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série sur le son consacrée au son émis par une corde vibrante. Alors, première question, comment une corde peut-elle émettre un son? Alors, regardons sur une vidéo. Bien oui, on en a déjà parlé, c'est dû à la vibration de la corde. Alors ok, mais quel type de son émettait? Un son pur ou un son composé? Alors commençons par enregistrer le son avec Audacity. Alors on lance l'enregistrement, on appuie sur la corde de guitare, on arrête l'enregistrement, on peut regarder rapidement à quoi ressemble ce son, un petit peu, et ensuite on va l'exporter, puisque ici c'est quand même pas très visible, pour aller le voir dans un autre logiciel. Voilà, donc maintenant, regardons justement le son enregistré. Alors à quoi ressemble-t-il? Eh bien on voit que c'est un signal qui est périodique. Donc en effet, signal périodique, je reprends juste un petit peu la main.
Ici, vous voyez que c'est un signal périodique. Il y a toujours le même motif, en fait, qui va se répéter. Donc, c'est le motif qui part d'ici. Hop, on arrive jusque là. On repart d'ici. Hop, on arrive jusque là. Vous voyez, c'est exactement toujours le même signal qui se répète. En revanche, il n'est pas sinusoïdal. On regarde bien et ça ne fait pas une belle vague bien lisse, avec toujours la même hauteur. Même si là, bien sûr, la hauteur va varier un peu ici, puisque bien sûr, c'est un enregistrement, c'est expérimental, donc c'est pas parfait. Donc c'est un son a priori plutôt composé. Alors on va voir justement qu'on peut obtenir son spectre. Hop, on va aller un peu plus loin. Donc là c'est juste pour la mesure de la fréquence fondamentale. Hein. Mais nous on va aller directement au spectre, ce qui est beaucoup plus pratique. Voilà, ici vous avez le spectre du son. Donc on voit ici les différents pics qui correspondent aux différentes harmoniques. Donc on a ici la fréquence fondamentale, qui a une intensité bien plus élevée que les autres fréquences, les pics on les voit à peine pour les autres fréquences. Et donc c'est celle qu'on entend le plus, hein, vraiment dans le son composé. Et ensuite les différentes harmoniques, d'ordre 2, 3, 4, etc. Donc qui correspondent aux autres fréquences du son. Alors on va pouvoir laisser de nouveau la parole à l'auteur de la vidéo. Alors, de quoi dépend cette fréquence fondamentale? Bien, commençons par regarder sur une guitare quels sont les paramètres qui peuvent être modifiés. Alors, pour commencer, regardons que toutes les cordes à vide, c'est-à-dire si on ne fait rien, ont toutes la même longueur. Toutes ces cordes ont la même longueur entre le chevalet d'un côté et le sillet de l'autre. Alors, on peut réduire la longueur de ces cordes en appuyant avec le doigt au niveau de la touche, et la longueur se trouve alors entre le chevalet et la frette correspondante. Deuxième paramètre que l'on peut modifier à l'aide des mécaniques ici, qui vont permettre de modifier la tension de la corde en la tendant, si on tourne dans un sens, ou en la détendant en tournant dans l'autre. Alors on remarque enfin que les cordes sont plus ou moins épaisses. Et pour une même longueur, elles n'ont donc pas la même masse. On part de masse linéique. Alors on va tout en haut de la masse linéique la plus grande à la masse linéique la plus petite en bas. Alors on va rappeler enfin pour les expériences suivantes que plus un son est aigu et plus la fréquence est grande. À l'inverse, plus le son est grave, plus la fréquence est petite. Donc ça à retenir. Regardons pour commencer l'effet de la longueur. On va appuyer sur les touches et écouter le son pour voir comment il varie. Alors on a bien entendu que le son est de plus en plus aigu au fur et à mesure qu'on réduit la longueur de la corde, et donc on peut conclure que la fréquence augmente lorsqu'on diminue la longueur de la corde. Regardons maintenant l'effet de la tension. On va augmenter avec cette mécanique ici la tension de la corde. On augmente. On a bien entendu que le son devenait de plus en plus aigu au fur et à mesure qu'on augmentait la tension de la corde. Conclusion, la fréquence augmente lorsque la tension augmente. Dernière chose que l'on va vérifier, l'effet de la masse linéique. Alors on peut voir sur cette vidéo les cordes de la plus grosse à la plus petite, c'est-à-dire de la plus grosse masse linéique à la plus petite. On écoute la différence. On voit que le son devient à chaque fois plus aigu. Conclusion, eh bien, la fréquence va augmenter lorsque la masse linéique diminue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Alors, ces résultats doivent vous rappeler des petites choses. C'est ce qu'on a vu dans le TP que vous êtes censé avoir fait la semaine passée. Donc finalement, la fréquence fondamentale, celle qu'on entend le plus, du son émis par la corde, dépend à la fois de la longueur de la corde, de sa masse par unité de longueur, c'est la masse linéique, de la tension avec laquelle elle est tendue. Donc finalement, cette fréquence dépend de ces trois paramètres-là.
plus la longueur de la corde elle est grande, plus la fréquence est petite et donc le son est grave. Donc ça, c'est ce que vous avez vu aussi la semaine passée dans le TP. Donc on va faire le petit lien justement avec la qui vous était donnée dans le TP 11 sur son et musique. Donc ça, c'est l'expression de la fréquence, F indice N. N, ça correspond au numéro de la fréquence. Si N égale 1, c'est la fréquence fondamentale. Pour N égale 2, c'est le premier harmonique. N égale 3, deuxième harmonique, etc. Donc ce sont les harmoniques. N égale 1, fondamentale. Et N supérieur à 1, les harmoniques. Donc N, en fait, c'est un entier à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc par exemple, pour la fréquence fondamentale, on prend F, indice N égale 1, donc F1. La fréquence fondamentale, on la note toujours F1. Donc on regarde cette formule-là et on remplace N par 1. Donc on va avoir 1 divisé par 2 fois L, facteur de racine carrée de T divisé par mu. Mu, on vous dit ici que c'est sa masse par unité de longueur, donc c'est la masse linéique de la corde. Par exemple pour la corde de guitare. Donc ce qu'on vient de voir avec la petite vidéo, l'expérience, on a vu que plus la tension de la corde était grande, on l'a vu avec l'expérience, plus le son était aigu et donc la fréquence était grande. Et bien ça se voit bien avec la formule ici, si vous augmentez T, racine de T augmente également, et donc F augmente. Toutes choses égales par ailleurs. De même, si, donc là ça va être le même type de raisonnement, mais ça va faire l'effet contraire. Si on augmente la masse linéique de la corde, c'est-à-dire qu'on prend la même corde, le même morceau de corde avec la même longueur, et on augmente juste sa masse. Donc en gros, vous aviez vu sur la guitare, ça faisait une corde un peu plus épaisse en fait. Donc si on augmente sa masse linéique, on voit que racine carrée de la masse linéique augmente aussi, mais par contre, 1 divisé par racine carrée de la masse linéique, ça diminue. Puisque divisé par un nombre plus grand, forcément ça rend ce nombre-là, f, plus petit. Si vous prenez un gâteau que vous le divisez par 8 et par 2 par exemple, forcément quand vous divisez par 2, la part elle va être plus grande que quand vous divisez par 8. Donc si je divise par un nombre plus grand, la fréquence elle va être plus petite. Donc plus la masse linéique augmente, plus la fréquence est plus petite. Si la fréquence est plus petite, le son est plus grave. Pour la longueur de la corde, c'est exactement pareil, c'est ce qu'il fallait faire dans une des dernières questions du TP. Plus la longueur de la corde est grande, plus 1 divisé par la longueur de la corde, c'est petit, et donc on multiplie tout le reste par un nombre plus petit. Donc la fréquence diminue et le son est plus grave. Dans la question du TP, on vous demandait qu'est-ce qui se passe si on multiplie la longueur de la corde par 2, donc ça veut dire qu'on augmente la longueur de la corde par 2. Eh bien la fréquence, elle va être divisée par 2 en fait, donc elle va être bien plus faible. Donc ça, c'est ce qui se passe pour un son émis par une corde qui vibre. Maintenant, si on regarde nos instruments avant, donc là, cette fois-ci, c'est plus la corde qui va vibrer, mais c'est l'air dans le tuyau de l'instrument avant qui va vibrer. Eh bien, les résultats sont exactement les mêmes. Il se passe exactement la même chose. Plus la longueur du tuyau sera grande, plus la fréquence, comme tout à l'heure, va être petite, et donc plus le son sera grave. C'est exactement le même principe. Donc on vient de voir que dans les instruments de musique, on pouvait décrire le son par notamment la fréquence fondamentale pour déterminer si le son est plus ou moins grave ou aigu. On va voir aussi que le son peut être décrit par son intensité. C'est ce qui nous intéresse dans la toute dernière partie du cours. Donc on caractérise le son notamment par sa hauteur, c'est ce qu'on a vu avant. Donc ce qu'on appelle la hauteur, en fait, c'est la fréquence fondamentale, en fait, caractérisant le son. Donc on caractérise le son soit par sa hauteur, soit dit en passant la fréquence, soit par son intensité sonore. L'intensité sonore c'est quoi? C'est tout simplement est-ce que le son est très fort ou pas très fort. Par exemple, si je me mets à crier très très fort ici, là vous voyez que l'intensité sonore était plutôt élevée. Donc pour caractériser ça de façon quantitative, on caractérise le son par l'intensité sonore qui se note I majuscule. Et cette intensité, on l'exprime en watts par mètre carré. Donc c'est des watts fois des mètres à la puissance moins 2. Ça veut dire, ça c'est comme des watts divisés par des mètres carrés. C'est comme si j'avais écrit watts slash m au carré, mètre au carré. Les watts, je vous rappelle que c'est une unité de puissance. Ça, on l'avait vu dans le chapitre sur le soleil.
chapitre 4. Alors, l'intensité sonore, c'est donc la puissance de l'onde sonore reçue en un point de la surface donnée, divisée par une certaine surface traversée par l'onde sonore. Donc vous imaginez, hein, dans le petit schéma, vous avez un haut-parleur qui émet un son, donc dans toutes les directions. On s'intéresse à une surface S, ici rectangulaire, qui est traversée par l'onde sonore. Vous voyez, l'onde sonore traverse toute la surface. Eh bien, l'intensité sonore, c'est la puissance sonore délivrée par le haut-parleur au départ. On vous délivre une certaine puissance sonore, divisée par la surface traversée par l'onde sonore ici. Donc si je m'éloigne du haut-parleur, vous voyez que la surface qui est traversée par l'onde sonore, ici par exemple, elle est 4 fois plus grande que la surface correspondant à là où j'étais juste avant, quand j'étais plus près du haut-parleur. Donc vous voyez que plus on s'éloigne, plus la surface traversée par l'onde sonore est grande. Si j'augmente ici la surface traversée par l'onde sonore, puisqu'cette surface intervient en dénominateur dans l'expression de l'intensité sonore, plus S augmente, plus I diminue. C'est toujours le même principe du gâteau qu'on coupe en un nombre de parts plus grand. Bah forcément, les parts, elles sont plus petites. Pardon. Si je divise la puissance par un nombre plus grand, eh bien, l'intensité va être de fait plus petite. Ça explique pourquoi, plus vous éloignez de la source du son, plus le son va être peu intense. Donc nous, ce qu'on utilise, c'est plutôt le niveau d'intensité sonore. On va pas en fait exprimer directement l'intensité sonore, mais le niveau d'intensité sonore. Ce niveau-là, en fait, on le note L majuscule, il est exprimé en décibels. Donc le symbole décibel, c'est D minuscule B majuscule. Donc décibel, c'est l'unité du niveau sonore. Et en fait, pour exprimer le niveau sonore, on va l'exprimer de cette façon-là. I, c'est l'intensité sonore que j'ai exprimée là-bas. I0, c'est l'intensité sonore de base, en fait, constante, I0, qui a pour valeur 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. C'est pas une valeur à connaître, on vous la donnera. Et ensuite, on prend le logarithme en base 10 de I sur I0. Et on multiplie le tout par 10. Alors, log, qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là? Donc, log, c'est ce que je vous disais, ça représente la fonction logarithme en base 10. C'est une fonction mathématique, comme je dirais par exemple x au carré. Donc la fonction qui a x associe x au carré, c'est une fonction mathématique. Et on la note log. Il n'y a rien à connaître sur cette fonction mathématique-là, si ce n'est, on vous donnera par exemple des petites formules à savoir utiliser. Mais en fait, il n'y a vraiment rien à savoir sur cette fonction mathématique. Donc je vous disais, c'est une fonction comme je sais pas, la fonction racine carrée ou une fonction exponentielle. Bon, vous n'avez pas vu non plus, bref, il y a plein de fonctions mathématiques comme ceci, donc il n'y a rien à savoir dessus. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on utilise cette grosse formule alors qu'on a celle-là, on nous donne juste l'intensité sonore, et puis voilà, plus elle est grande, plus le son est très fort. Mais en fait, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser le niveau sonore. On va voir ici des valeurs de niveau sonore, comme ça, niveau 0, donc qui correspond en fait à une intensité sonore de 10 puissance moins 10, 12 watts par mètre carré. C'est l'intensité sonore qui définit en fait le seuil d'audibilité du son. Donc en gros, en dessous de 0 décibels, nous, humains, on n'entend pas le son. Donc pour une intensité de 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Ensuite, on regarde 10 en 10, voir comment le niveau sonore augmente. Et en fait, vous voyez, c'est beaucoup plus facile à exprimer. Là, on va aller de 10 puissance moins 12 watts par mètre carré à 10 puissance 2 watts par mètre carré, donc c'est des puissances de 10, donc c'est pas très pratique. Alors qu'avec le niveau sonore, bon voilà, on va de 10 en 10 et on regarde ce qui se passe. Donc par exemple, pour un niveau sonore de 20 décibels, ça correspond à un vent léger. Un autre exemple assez classique, une salle de classe. Donc le niveau sonore d'une salle de classe, c'est environ 70 décibels, voire 80 si vous êtes très bruyant. Ensuite, le seuil de danger à 90 décibels. Un concert qui est entre 100 et 110 décibels. Et ensuite, vous avez le seuil de douleur à 120 décibels. Donc, c'est des petits repères que vous pouvez retenir. Donc, par exemple, seuil de danger, seuil de douleur. Vous pouvez retenir la classe si vous voulez. Et surtout, le seuil d'audibilité qui est à 0 décibels. Donc, c'est beaucoup plus pratique à utiliser comme échelle que ces puissances de 10. Alors, maintenant,
ce qu'on pourra vous demander, c'est par exemple de calculer un niveau sonore correspondant à une certaine intensité sonore. Donc par exemple, je vais donner un petit exemple en bas ici. Si on a une intensité sonore de 10 puissance moins 2 watts par mètre carré, donc ici, on calcule le niveau sonore correspondant. Donc, niveau sonore qui se note grand L, c'est 10, donc on applique juste la formule. 10 fois log, petite fonction mathématique dont on ne connaît rien, log de I sur I0. I0, je vous le donne, c'est 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Grand I, ben, c'est justement le niveau c'est l'intensité sonore dont on veut calculer le niveau sonore correspondant. Donc c'est ça qui varie dans la formule, ce sera toujours grand I, l'intensité sonore. Grand I, donc on remplace ça, donc on commence déjà par écrire la formule littérale avec les lettres, et ensuite application numérique. Application numérique, on remplace par les valeurs. I, je vous dis, c'est 10 puissance moins 2 watts par mètre carré. Enfin, j'écris 10 puissance moins 2. I0, c'est une constante, c'est toujours la même chose, c'est celle qui correspond, c'est l'intensité qui correspond au niveau sonore 0 décibels. C'est 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Bon, ok, très bien, on a appliqué notre petite formule, et là on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ce log? Eh bien, déjà, première chose, on peut travailler sur les puissances de 10. Ici, vous avez 10 puissance bidule sur 10 puissance machin. Petite formule mathématique à connaître, il faut savoir que 10 puissance bidule divisé par 10 puissance moins machin, c'est égal à 10 puissance bidule moins machin. Ça, il faut le savoir. Si j'écris 10 puissance moins 2 moins 12, ça fait donc 10 puissance 10. Donc ça, il faut retenir, 10 puissance A sur 10 puissance B, c'est égal à 10 puissance A moins B. Ça, il faut vraiment connaître. Donc, il faudra juste connaître voilà, les petites règles de calcul sur les puissances de 10. Donc, il va falloir les revoir pour ceux pour qui ce n'est pas très clair encore. Donc, 10 puissance moins 10. Et maintenant, on vous donne, vous voyez, donné, quel que soit le réel A, log de 10 puissance A, c'est égal à A. Donc A, c'est n'importe quoi, ça peut être 1,2, 12,13, peu importe, c'est n'importe quel nombre réel. Ou moins 1,8, enfin bref. Et donc, si je fais log de 10 puissance 1, A, j'obtiens A. Donc là, je vois, j'ai log de 10 puissance 10. A, bah c'est que ça fait 10. Log de 10 puissance A, ça fait A. Log de 10 puissance 10, ben, ça fait 10. On garde juste en fait ce qu'il y a au niveau de la puissance ici. Donc là, c'est 10. Donc, log de 10 puissance 10, ici, je le remplace par 10 ici. Et il ne me reste plus que 10, qui était là, fois 10, qui est issu de ce calcul-là. Et 10 fois 10, ça, vous êtes tous capables de me dire quand même que ça fait 100 décibels. Eh bien, le niveau sonore correspondant à 10 puissance moins 2 watts par mètre carré, il vaut 100 décibels. Je regarde sur mon échelle, et ça correspond à un bon gros coup de klaxon, quoi. Un klaxon qui marche bien. Voilà pour le petit exemple. Donc vous, il faudra juste savoir calculer des niveaux sonores et avoir des ordres de grandeur en fait de niveaux sonores de différents phénomènes comme cela. Donc pour pouvoir calculer le niveau sonore, il faut juste connaître la formule déjà et savoir faire des petits calculs sur les puissances de 10. Donc là, ici, on avait 10 puissance A sur 10 puissance B qui vaut 10 puissance A moins B. Il faut aussi savoir que 10 puissance A fois 10 puissance B, c'est 10 puissance A plus B. Donc c'est pas la soustraction, mais l'addition cette fois-ci. Donc je vous laisserai revoir vos petites formules de maths sur les puissances de 10. Voilà pour ce chapitre. Donc, pour récapituler, il faut savoir distinguer un son pur d'un son composé. Savoir parler et définir les termes tels que fréquence fondamentale, harmonique, savoir décrire le son composé à partir de son spectre. Vous devez également savoir que le son peut être caractérisé aussi par son intensité sonore, ici, et qu'on peut aussi traduire cette intensité en niveau sonore, donc niveau d'intensité sonore, et connaître quelques petits exemples ici de niveau sonore. Voilà pour ce chapitre, je vous souhaite bon courage à tous et à bientôt.